Bonjour. De 1972 à 2011, voici 39 ans que le Cameroun revit son unité pleine. C'est un événement commémoré hier à travers la célébration de la fête nationale comme tous les 20 mai. Les festivités, cette année, coïncident avec l'ambiance jubilaire des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Elles se déroulent aussi, ces manifestations, dans un contexte de préparation d'échéances électorales. Et dans cette conjoncture de circonstances, bien sûr, les débats politiques et politico-historiques ont pris de l'ampleur. Pour revisiter les thèmes les plus évoqués, comme la densité de l'unité nationale, les chances du Cameroun et de l'Afrique dans le monde aujourd'hui, le rôle des intellectuels, nous avons deux invités qui ont vécu les événements de 1972. L'un est anglophone, mais s'exprimera, je vous rassure tout de suite, en français. Il s'agit de Paul Eni Atogo, qui est très impliqué en politique dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais notamment. L'autre, le professeur Koumandoumbe III, politologue, historien, exerce dans les amphis ici et ailleurs. C'est l'un des auteurs camerounais les plus prolifiques. Politude vous est servi par chez Tablier. Paul Eni Atogo, bonjour. Bonjour madame. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Politude, surtout que ceci est un magazine en langue française. Vous êtes à l'aise en français? Bon, non, pas tout à fait. Mais puisque j'ai vécu dans un environnement francophone, je dois me débrouiller en français. Alors je vous invite aujourd'hui pour revisiter la marche du Cameroun dans son unité depuis 1972 et peut-être même depuis un peu plus avant, parce que je crois me souvenir que vous êtes parmi les premiers anglophones à venir travailler au Cameroun oriental après la réunification. Oui, tout à fait, effectivement. Je suis venu ici en 65 comme enseignant. Nous avons été recrutés pour assurer l'enseignement de l'anglais, parce qu'après la réunification, l'anglais s'est introduit ici comme deuxième langue. C'est à cet effet que nous avons été recrutés parmi la première vague pour venir assurer l'enseignement de l'anglais. Mais pour parler de l'évolution de ce pays, je crois qu'on peut aller un peu plus loin. L'histoire nous apprend que le Cameroun a été colonisé d'abord par les Portugais. Vous connaissez ce qu'on appelle los Cameroes. Vous connaissez le sens de ce mot-là. Les Portugais qui ont baptisé le fleuve Vouri Rio dos Camaroes, la rivière aux crevettes. Bien sûr. Ok, c'est donc après les Portugais que les Anglais et les Allemands sont venus. Mais puisque les Anglais et les Allemands étaient très forts, mais quand on les a battus à cause de triple entente, l'histoire nous apprend que bon, les Anglais et les Français étaient des amis. C'est à cause de ça qu'après avoir battu les Allemands étaient donc obligés de quitter. On les a chassés du Cameroun. Le territoire alors camerounais qu'ils ont laissé derrière, les Anglais et les Français se sont partagés, se sont emparés. Et la manière dont ils ont partagé le pays, 4/5 pour les Français et 1/5 pour les Anglais, parce que le Grand Nigeria, très vaste, était déjà pour les Anglais. Tout ceci pour dire que ce qui a eu lieu ensuite en 1961 et qui a été parachevé en 1972, c'était en fait la quête de l'intégrité perdue. Tout à fait, c'était la quête de l'intégrité perdue, parce que le Cameroun avait K, ça voulait dire tout le Cameroun, qui était en 61 en deux parties. Bon, c'est cette quête-là, en 61, après que la partie francophone avait eu leur indépendance le 1er janvier en 60, le Niger a eu aussi leur indépendance le 1er octobre 60. Donc c'est après ces deux indépendances que bon, le Southern Cameroun, qui était une partie du Nigeria, était abandonné. Il était donc question de la placer. Je crois que John Goufoncha a trouvé la meilleure voie, parce que quand ils se sont discutés cette appartenance avec Feu Ndélé, Foncha a dit que c'était mieux que le Southern Cameroun retourne là où elle appartenait, c'est-à-dire
à la racine de ce pays, le Cameroun, avec K. Je crois que c'est cette quête qui a évolué depuis 61. Donc en 72, 11 ans après, le président Amadou Ahidjo a donc vu la nécessité qu'au lieu de parler fédéralisme, c'était mieux de parler de réunification. Mais quelle fut la justification politique pour parler de l'unification du Cameroun? Quels sont les arguments évoqués à l'époque? Effectivement, oui, il y avait des arguments. Il est vrai que le Cameroun occidental était le 4/5e et les autres, nous n'étions pas nombreux. Mais je crois que si deux enfants ont une racine, un père, c'est mieux que les deux se rapprochent. Je crois que le premier argument était que, bon, nous étions d'abord colonisés comme un seul pays. Même si on est venu encore nous diviser, il était logique qu'on rentre dans le premier carré. Avant que la politique ne vienne, il y avait d'abord la logique. Certains historiens évoquent par exemple la thèse de la nécessité de faire des économies, c'est-à-dire que le Cameroun, sous la forme d'État fédéral, coûtait cher à manager. Oh, bien sûr, ça aussi c'était vrai, parce qu'avec 5 assemblées, parce que le Cameroun oriental avait l'assemblée régionale, et il y avait donc l'Assemblée nationale. Pourtant, pour le Cameroun occidental, il y avait le House of Chiefs, puis régional et puis fédéral. Je crois que ce volet de coûts, je crois que ça comptait aussi, ça a contribué pour la réunification. Pour qu'au lieu d'avoir 5, c'était mieux d'avoir 3. Désormais, un anglophone, un francophone, 2 personnes pour chaque poste. Qu'est-ce qui avait été décidé du point de vue du management de cette unification qu'on commençait à mettre en œuvre? Oui, le début était à Fumba, c'est-à-dire à partir du mois de juillet 1961, parce que après le plébiscite qui a eu lieu le 11 février 1961, c'est-à-dire la question était que, bon, puisque vous ne pouvez pas être seul, est-ce que vous préférez avoir l'indépendance à retourner avec le Cameroun occidental ou bien le Nigeria? Je crois que, bon, quand on a pris cette décision-là pour être unis, la partition de postes, il était décidé à Fumban que, bon, dès que le président sera d'un côté, le vice devait nécessairement être de l'autre côté. Je crois que c'est ça aussi ce qui avait convaincu les anglophones, quoique leur nombre était inférieur. Je crois que l'anxiété, c'est-à-dire l'intérêt aussi de monter à la présidence, cet intérêt était attirant. C'est ça qui avait aussi attiré beaucoup d'anglophones. Je crois que bon, un jour, et quand le John Foncha est venu ici comme vice-président, ça a contribué à la réunification, à strengthen, c'est-à-dire à renforcer. Mais en dehors de ce qui avait été arrêté pour la vice-présidence et pour quelques hautes fonctions de l'État, pour la gestion du reste de cette émulsion entre francophones et anglophones, il n'y avait pas eu de réflexion vraiment officielle. Pas officielle, mais ça a existé. Parce que si vous regardez les 10 premiers gouvernements après l'indépendance, il y avait toujours au moins 20 à 20% de représentation anglophone et le reste francophone. Vous voyez, tous les gouvernements, j'ai même fait une étude là-dessus. Alors aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui veuillent retourner au fédéralisme, certains même à la sécession? Non, ça c'est la politique. Vous savez que bon, dès qu'il y a la démocratie veut dire quoi? Dites ce que vous pensez. Mais c'est pour ça il nous faut des leaders sages, clairvoyants. C'est pourquoi, je ne sais pas, chaque fois qu'il y a un président, il prête serment. Est-ce que vous connaissez le contenu du texte, le serment que le président prend? Bon, c'est pour poursuivre l'intérêt général. Mais puisque la démocratie vient donner l'opportunité aux gens de dire n'importe quoi, je ne donne pas le tort à ceux qui ont cette idée-là. Mais cela ne veut pas quand même dire que
c'est l'idée qui doit prévaloir, parce que ce n'est plus pour l'intérêt général de Camerounais. Vous ne trouvez aucun fondement, aucune raison objective qui pourrait les pousser à avoir ce type de position? Non, oui, effectivement, je ne crois pas, mais aucun raisonnement. Mais c'est comme en politique, le débat, souvent, même si vous avez pris une partie, même si c'est la partie qui ne pèse pas, mais puisque vous êtes condamné à ne pas être avec l'autre personne, vous allez chercher des arguments, mais c'est la faiblesse de ces arguments qui vous rend tort. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le problème anglophone, pour vous, il n'a pas de consistance? Il y a eu quand même un problème anglophone, mais je crois que ça diminue. Il y a eu, parce que comme je venais de dire, la représentation dans le gouvernement, dans l'Assemblée, à l'indépendance, l'Assemblée fédérale avait 50 membres, 40 francophones et 10 anglophones. Bon, ça a évolué, comme vous le savez, jusqu'à 180. Je crois que c'est cette représentation-là, c'est cette quota que certains anglophones ont dans leur tête, que tant que ce n'est pas respecté, ça veut dire qu'il y a... Je crois que dans une certaine mesure, il y a eu ce problème-là, mais on est en train de le détruire avec les dominations. Vous avez les... Par exemple, beaucoup d'anglophones disent que bon, il y a certains ministères qui sont réservés pour... Je ne crois pas que ce soit vrai parce que on cite souvent le ministère de la Justice, un anglophone l'a occupé. Il y a la vice-présidente, un anglophone l'a occupé. Il y a le président de l'Assemblée, un anglophone l'a occupé. Il y a le premier ministère. Je crois que l'argument a traité vraiment comme des petits. Mais au-delà des postes politiques, des hautes fonctions administratives, il y a la vie de tous les jours, il y a la possibilité de se rendre dans un service public et de pouvoir s'y exprimer dans la langue qu'on maîtrise le mieux et de pouvoir y recevoir les informations dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Ça aussi, c'est une des récriminations souvent avancées pour soutenir que les Camerounais d'expression anglaise ne sont pas suffisamment pris en considération. Ah non, là c'est faux. Hier j'étais dans un ministère, j'ai trouvé une dame là qui était directrice. Quand je me suis présenté, je lui ai dit, oh s'il vous plaît, je suis anglophone, je ne sais pas si vous allez me... Oh mais je préfère même l'anglais, s'il vous plaît, monsieur, vas-y en anglais. Je crois que c'est une affaire de faiblesse. Il y a la compétence qui doit prévaloir parce que bon, moi je me suis trouvé dans plusieurs circonstances. Là où je crois que c'est l'idée, c'est le poids d'une idée qui pèse. Ce n'est pas la langue d'ailleurs même dans laquelle on l'exprime. Et puis, je ne sais pas si vous avez même remarqué que dans beaucoup d'écoles, on a beaucoup créé des écoles bilingues. Et beaucoup de nos compatriotes d'expression francophone envoient leurs enfants dans des écoles anglophones. S'il n'y avait pas de valeurs qui poussent, ils n'allaient pas le faire. Et on commence à entendre les anglophones se plaindre d'être envahis dans leurs établissements scolaires par les francophones. Tout à fait, effectivement. Ça c'est pas une accusation, mais c'est un fait. Et ça prouve alors que ça détruit l'argument que les anglophones se plaignent qu'ils ne sont pas pris en considération. Si on ne les prend pas en considération, pourquoi les dirigeants, entre guillemets, les leaders, envoient leurs enfants dans des écoles anglophones? Peut-être c'est... Demain, quand les choses vont changer, ça veut dire que les anglophones seront aux commandes. Mais comment se fait-il que les partis politiques d'opposition qui prospèrent dans le nord-ouest et le sud-ouest réussissent à faire recette sur le thème de la mise à part des anglophones s'il n'y a aucun problème, comme vous le dites? Vous savez que c'est... Bon, peut-être ça a commencé comme ça, mais ce n'est plus le fait. Vous vous rappelez que, bon, je crois qu'il y a une dizaine d'années, et tous les députés du Sud-Ouest étaient de l'UNDP. Pourtant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et tous les députés au Nord-Ouest étaient du parti SDF. Mais ça a changé, ça a évolué. Maintenant, nous avons 9 députés du RDPC et il n'y a que, je crois, une dizaine ou bien 11 pour le SDF. Ça veut dire que, bon, si ça a commencé, ça a évolué, et je crois que ça va pour le mieux. Ce n'est plus le cas.
Maintenant, je vais vous demander de revoir le parcours du Cameroun au cours de toutes ces années. Est-ce que la question de l'intégration nationale se pose seulement en termes d'anglophones et francophones? Est-ce que la question des différentes parties du Cameroun qui doivent devenir un ne pose pas problème pour d'autres régions, pour d'autres Camerounais? Alors, ça pose bien beaucoup de problèmes. Le malheur est que la définition d'un État a 5 définitions. Il y a d'abord les frontières, la monnaie et surtout la langue. La langue, puisque la langue est considérée comme critère numéro 1. Il y a 2 langues. On a tendance de vouloir diviser le Cameroun en 2. Pourtant, si on considérait les autres critères, le passé, l'avenir, la monnaie, les frontières, mais c'est facile de dire que bon, il y a des parties anglophones où il n'y a pas de route. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé ici. Je connais des régions ici dans le Central Region, là où vraiment c'est pire qu'ailleurs. Mais cela n'a pas sa place parce que la langue est considérée comme critère numéro 1 pour l'appréciation de l'unité. Et pour les autres régions, le Septentrion, le Grand Est, le Grand Sud, etc., chacune a ses particularités, aspire peut-être à voir ces particularités davantage prises en compte dans la fabrication du tout national. Mais puisque tout ça est décrit et exprimé en langue, c'est là la faiblesse. Puisque, comme j'ai dit, la langue est utilisée pour indiquer ces différences, c'est là qui donne encore un avantage aux anglophones. Pourtant, les nordistes peuvent avoir un problème semblable aux sudistes, mais puisqu'ils sont aussi différents, mais ils utilisent une seule même langue, ça les affaiblit. Quand vous voyez aujourd'hui la façon dont se célèbre le 20 mai, la façon dont les populations camerounaises reprennent à leur compte les célébrations autour de l'idéal de l'unité nationale, est-ce que vous avez l'impression que ce que les hommes politiques en 1972 voulaient impulser, que ce mouvement-là a pris de la vitesse? Oui, ça, on peut, vous savez, être clairvoyant, c'est-à-dire avoir l'habilité de prendre une décision aujourd'hui qui peut avoir l'espérance de vie d'une idée. Ça ne peut pas appartenir à une seule personne. On peut avoir une idée qui n'a que l'espérance de vie de 10 ans, mais après 10 ans, ça peut changer. Je crois que Dieu est aussi dans ces affaires-là, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit content, il a un bon plan pour lui. Si même il y a des erreurs, tant que l'idée idéale, l'idée principale, malgré les petits problèmes on peut avoir, l'idée de poursuivre une destination, c'est comme une course. C'est comme si vous voulez aller à Douala, une panne ne va pas vous empêcher de continuer votre voie. Si après la panne, vous réparez, vous continuez, même si le pont est détruit, vous cherchez d'autres moyens, même à pied. Je crois que c'est l'essentiel. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, la route n'est pas aussi bien avancée que vous l'auriez souhaité ou entrevu? Ah oui, à cause de beaucoup de difficultés, bien sûr. Il y a le problème des moyens pour le développement. Vous vous rappelez que bon, avant, pour que quelqu'un quitte ici pour aller à l'ouest, ça prenait peut-être 2-3 jours avant aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des Camerounais. C'est-à-dire ça va avec le temps. Il y a ce qu'il nous faut pour promouvoir le progrès. Il y a l'argent, il y a les écoles, il y a le mariage. Il y a beaucoup de choses qui ramènent les gens ensemble. Mais ça vient petit à petit. D'abord, qu'il est l'âge d'un enfant né en 72. Cet enfant, qu'est-ce qu'il peut être maintenant là? Donnez aussi lui une chance d'exprimer pour contribuer à cette unité-là. Donc la vitesse, il y a, même si ce n'est pas visible, je crois qu'il y a la vitesse vers cette unité nationale. Paul Eniatogo, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Politude. Ouais, merci madame. Professeur Koumandoumbe 3, bonjour. Bonjour madame Chetabile. Hier, c'était le 20 mai, la fête nationale de l'unité. Comment avez-vous marqué cet événement?
personnellement? Personnellement, j'étais à Douala et il y a Canal 2 International qui m'avait invité pour commenter tout le défilé pendant les 3-4 heures. Le défilé de Yaoundé ou celui de Douala? Le défilé de Douala. Alors vous allez certainement nous dire comment se sont déroulées les choses là-bas. Moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je vois surtout la jeunesse, parce que c'est elle qui, pour moi, qui est très importante, parce que c'est elle qui va assurer la relève. Quand je voyais tous ces jeunes qui défilaient des différentes écoles, c'était très impressionnant. Et en même temps, je disais dans mon commentaire, voilà nos jeunes qui doivent bâtir demain. Et je m'interrogeais sur le contenu de ce qu'ils apprenaient. Quand je vois que 50 ans après, 80% des livres scolaires qu'ils utilisent viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que, en réalité, 80% de la science qui est diffusée, c'est-à-dire qu'ils prennent, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, quelque part, l'enfant est éduqué pour savoir que, mais en réalité, ses parents, ses ancêtres n'ont pas fait grand-chose, n'ont pas inventé grand-chose. Et c'est tout à fait le contraire de la vérité. L'homme de science que je suis, je sais que 2500 ans avant Jésus-Christ, les Africains avaient déjà inventé les mathématiques, l'arithmétique. Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une statuette qui a été élevée pour célébrer l'origine de la science. Et c'est l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, où on a trouvé dans ces formules mathématiques 2500 ans avant Jésus-Christ. Et Ishango, c'est à côté c'est un village en République démocratique du Congo, ancien Zaïre. C'est là qu'on a trouvé toute une route de mathématiques. Vous voyez, et tout ça, dont l'enfant camerounais qui va apprendre les mathématiques, on ne va jamais lui dire ça. Et pour lui, mais la science, c'est les Européens, c'est les Blancs. Donc, je m'inquiétais beaucoup quand je voyais ces enfants. Je me disais, ben voilà les forces vives vraiment de la nation d'aujourd'hui et de demain, mais qu'est-ce qu'on met dans leur tête? Et après, quand l'enfant a son diplôme, on est surpris qu'il veut partir ailleurs. Il veut partir en Occident au lieu de rester. Vous voyez, donc je me suis posé beaucoup de questions. Mais bien sûr, avant ça, il y avait l'armée qui a défilé, et l'armée qui était à l'honneur. Et là aussi, je me posais la question, est-ce que les Camerounais savent même comment l'armée a commencé ici? L'armée moderne a commencé ici, n'est-ce pas? Parce que c'est quand les Allemands sont venus dans notre pays que pour conquérir notre territoire, pour nous soumettre, ils sont partis chercher des Dahoméens, ce qu'on appelait les Crew Boys, n'est-ce pas? Et ils ont recruté quelques Camerounais et ils ont fait donc la campagne du Cameroun pour pacifier, comme on disait. Et c'est comme ça que l'armée est née. Bon, bien sûr, quand je voyais donc l'armée aujourd'hui, avec tous ces colonels, les généraux, etc., je me disais, nous sommes déjà arrivés à très loin. Parce que cette armée, c'est notre armée. C'est en tout cas un parcours que vous avez revisité dans, je crois, le dernier ouvrage en date que vous avez publié. Vous en avez publié beaucoup, 70 ouvrages au moins, si je ne m'abuse, le chiffre est exact? Bon, 70, mais ça continue tout le temps. Hein. Bon, voilà, en tout cas, le tout dernier, intitulé 50 ans déjà et sous-titré « Quand cessera enfin votre indépendance ?» Là, dès le titre, on entrevoit le contenu de l'ouvrage. Il s'agit de revisiter un peu les acquis des États africains après avoir obtenu de manière officielle leur indépendance des mains de l'ancien colonisateur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et notamment le Cameroun aussi, parce que dans cet ouvrage, il est beaucoup question du Cameroun. Oui, 50 ans déjà, avec le sous-titre, comme vous avez dit, quand ce sera enfin votre indépendance là. J'ai écrit ce livre parce que je voulais un peu offrir à mon pays, mais j'ai dédié le livre à la Côte d'Ivoire, je voulais un peu offrir mon pays après ces 50 ans, qu'est-ce que moi, Camerounais africain, j'ai retenu, puisque moi j'ai défilé le 1er janvier 1960, hein, j'ai défilé à Douala le 1er janvier 1960. Donc, je voulais dire, voilà ce que moi j'ai vécu. Et en tant qu'homme de science aussi, voilà ce que j'ai retenu. Et ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il y a un échec durable
des indépendances africaines. C'est un échec qui a été planifié, un échec qui a été programmé, qui a été structuré. Et nous sommes dans cette situation-là. Donc je voulais dire... Mais n'est-ce pas un peu facile, professeur Kouma Doumbé, d'accuser toujours les autres? Je veux dire, c'est pas eux qui dirigent nos pays maintenant, c'est pas eux qui font mouvoir nos administrations, c'est pas eux qui commettent des actes d'incivisme, c'est bel et bien nous. Pour vous répondre, je vais juste vous lire la 4e de couverture. Pour répondre justement... Ce sera peut-être un peu long pour nos auditeurs, non, il vaudrait mieux résumer. Non, écoutez, ce que j'écris à la 4e de couverture, au fur et à mesure que je grandissais, je comprenais que pour avoir une place en Afrique, il fallait obligatoirement coucher avec les traîtres de l'Afrique. Même la nouvelle police nationale avait pour fonction de traquer tous ceux dont le cœur battait résolument pour le pays. Si tu ne pactises pas avec le nouveau colon, tu n'as pas de place au soleil dans l'Afrique indépendante et tu croupiras au fond des cachots où tu crèveras de faim dans la misère. On t'isolera et chez toi tu seras un nobody. Tiens-le toi pour dit. Est-ce que vous croupissez dans la misère? Est-ce que vous n'avez pas de place au soleil, vous, professeur Kouma Doumbé III? Comment se fait-il que, moi, professeur d'université, j'ai enseigné les sciences politiques d'abord à l'université de Lyon 2, avant d'intégrer mon pays et l'université de Yaoundé, Yaoundé 1. J'ai enseigné pendant 10 ans à l'université de Berlin, les sciences politiques. J'ai écrit tous ces livres, comme vous avez dit, même si les 70 livres ne sont pas en français et ne sont pas disponibles. Comment se fait-il que vous, Chetabilé, et moi, nous ne nous connaissons pas? Il faut bien toujours que cela commence un jour. Non, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire... Nous ne nous connaissions pas, mais voilà. D'autres vous connaissaient. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que je veux vous faire comprendre qu'il y a des mécanismes. Ce n'est pas une question individuelle. Moi, j'ai fait ma part. Elles sont nombreuses, les autres personnes qui font leur part aussi. Exactement. Mais qu'on ne connaît même pas. Mais qu'on ne connaît même pas. Beaucoup, justement. Et c'est ça. L'Afrique foisonne de génie. Mais est-ce qu'on les connaît? Mais on connaîtra, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait quelque chose en France, vous êtes au courant tout de suite, ou bien aux États-Unis, vous êtes au courant tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un système, même au niveau de la communication, qui fait que ce ne sont pas nos choses qui nous intéressent et qui sont primordiales pour nous, ce ne sont pas ces choses-là qui arrivent à nous. Alors, à vous entendre, on aurait l'impression que le Cameroun, que les autres pays africains, dans le monde tel qu'il est configuré aujourd'hui, n'ont absolument aucune chance de se hisser à la chaire et d'avoir pleinement voix au chapitre. Non, nous avons la chance, mais il reste beaucoup à faire. Et tant qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, tant qu'on ne comprend pas quels sont les problèmes que nous avons, effectivement, ça va être très très difficile de s'en sortir. Mais je dis toujours que, moi je ne suis pas un pessimiste. Ce 21e siècle, c'est notre siècle. Il y a le pape Jean XXIII qui l'a dit dans ses prophéties, Nelson Mandela l'a répété plusieurs fois, etc. Ce siècle est notre siècle. Mais il y a du travail à faire pour accéder justement à cette indépendance-là. L'indépendance, ça veut dire pour que notre génie puisse éclore dans nos pays. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État aujourd'hui, puisqu'on parle de l'indépendance, un chef d'État africain aujourd'hui qui n'a pas l'onction de l'Occident peut rester au pouvoir chez nous? Vous faites allusion aux événements que nous avons vécus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à qui vous dédiez d'ailleurs votre dernier ouvrage avec un très beau poème en début de lecture. Oui, j'ai dit ceci au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire, dans sa lutte pour la souveraineté et la liberté de décider de lui-même, au peuple d'Afrique, qui avec force et courage, les nouveaux chemins de libération tracent, élaguant ainsi les voies de lumière, ma profonde reconnaissance. C'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin, il faut que nous arrivions à un stade où nos chefs d'État ne dépendent pas de l'extérieur, mais de nous. Pour qu'on puisse dire à un chef d'État, nous sommes derrière toi, n'aie pas peur. Quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce que les autres à l'extérieur voudront, nous qui te voulons,
nous allons tout faire pour que tu sois là. Alors, c'est ça l'indépendance. Dans votre ouvrage, vous évoquez justement cette thématique-là et vous faites des propositions, mais ce sont des propositions sur le plan culturel. Vous évoquez la question de la langue, vous évoquez, pour un pays comme le Cameroun, 256 peuples. Le débat autour de la langue n'est-il pas mort d'avance? Alors, oui, ma topote bambu bongo wendenja. Ou à topote bambu banumne moto. Oh boy. Si tu ne sais même pas parler ta langue, tu es qui? Tu es qui? Si tu ne peux réfléchir que comme les autres. Mais écoutez, moi, je peux dire de ma propre expérience. Mon premier livre était un recueil de poèmes en langue douala. C'était un livre que j'ai écrit dans les années 60. Ensuite, mon premier livre en allemand, c'était en 1968, Lumumba der Zweite, sur Lumumba. J'ai commencé en réalité à écrire en français seulement dans les années 70. Certainement parce que vous vous êtes rendu compte que le tout-pourri, le bafia, le vonvon, etc. Ne pouvaient pas accéder à vos ouvrages en douala. Pas du tout, pas du tout. Je viens de publier, encore une fois, avec l'aide du ministère de la Culture et de l'Éducation de Vienne, un très beau volume, Masomandala, l'épopée des Sawa, l'épopée douala. Qui malheureusement ne sera pas accessible à ceux qui ne parlent pas douala et qui sont très nombreux au Cameroun. Attention, Masomandala est en 3 langues. Masomandala est d'abord l'épopée douala, une très vieille version que j'ai pu trouver de 1895. Mais elle est traduite dans le même livre en français et elle est traduite dans le même livre en Ewondo. Voilà l'épopée douala qui est traduite en Ewondo. Le message c'est quoi? C'est que moi, dans ma langue douala, je peux, si vous voulez, l'Ewondo a accès plus facilement à ce monde-là que si c'était une épopée française ou allemande. Parce que le monde est tellement différent. Et quand vous lisez cette épopée, vous voyez l'Afrique profonde. Mais la question aujourd'hui, professeur Koumandoumbé III, est de savoir si pour un pays comme le Cameroun, je répète, 256 peuples, quasiment autant de langues, ne perdrait pas beaucoup de temps à essayer de trouver une langue ou 2 langues à enseigner, plutôt qu'à utiliser la langue ou les langues qui sont déjà partagées par la plupart aujourd'hui pour essayer d'avancer et de combler le gap qui le sépare des autres nations aujourd'hui. S'il vous plaît, Dieu vous donne une richesse et vous en faites une pauvreté. C'est terrible quand même. Dieu vous donne une richesse parce que le Cameroun est l'un des pays au monde qui a, c'est-à-dire l'une des plus grandes diversités culturelles et linguistiques. Pourquoi vous voulez en faire une pauvreté? Cela pourrait représenter un handicap. Non, pas du tout. J'excelle dans ma langue douala. Et je sais que quand il y a une cérémonie de deuil, le français c'est léger. Quand il y a une cérémonie de guérison d'un malade grave, vous allez parler français, ça ne donne pas. Mais si vous devriez enseigner les TIC, l'informatique, les espaces vectoriels à des élèves à COSA, le douala ne vous serait pas d'une grande utilité. Pourquoi? Justement, on a au niveau mondial, et l'UNESCO a fait des recherches pour comprendre que quand l'enfant est éduqué dans sa langue maternelle, dans sa langue première, il excelle plus rapidement même dans les autres matières et dans les autres langues. Ce qui voudrait dire que pour chacune des langues, il faudrait trouver des enseignants dans toutes les matières. Non, ce n'est pas dans chacune des langues, parce que quand on dit aussi 240 ou 270, selon les nomenclatures, il y a quand même beaucoup d'affinités. Pourquoi est-ce qu'un enfant boulou ne va pas apprendre en boulou? Oui, ça nous l'avons bien compris, mais la question est comment on gère une telle diversité quand on est un État. Nous avons des espaces linguistiques dans ce pays, n'est-ce pas? Vous avez des langues comme le boulou et le wondo chez les Bétis, qui sont des langues que l'on comprend, ce groupe-là, c'est-à-dire qui sont un peu des langues qui font fonction de véhicules. Chez les Sawa, vous avez un peu la langue douala ou la langue bassa. Vous savez bien que c'est un débat qui n'a jamais pu évoluer au Cameroun. Les micro-nationalistes, non, c'est une volonté politique. Je vous dis d'abord que le français, par exemple, que nous parlons aujourd'hui... En quoi consisterait la volonté politique? Imposer une langue à ceux qui n'en veulent pas? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas fausser le débat parce qu'on fait du tribalisme. L'Africain n'est pas un monolingue. L'Africain
par essence, est un plurilingue. Et c'est pour ça aussi que nous parlons si facilement les langues des autres. Parce que dès le départ, nous ne sommes pas des monolingues comme les Européens. Ce sont les Européens surtout qui ont été élevés à être monolingues. On parle allemand, on parle anglais, on parle français. Nous, ce n'est pas comme ça. Moi, dans mon enfance, je connais plein de Bamileke qui parlaient très bien le Douala. C'est après, quand on a apporté cette séparation-là, cette segmentation, ce tribalisme, que maintenant, on voit que non, on ne doit pas parler la langue des autres. Moi, quand j'étais enfant, on voyait bien quand nos parents allaient, par exemple, on les affectait à Ebolova. Et vous voyez que quand vous allez leur rendre visite, vous trouvez que les enfants parlent déjà boulou. La question de la culture en Afrique, la richesse que représenterait notre culture, c'est un chantier sur lequel vous travaillez depuis de très longues années, vous l'exposez. Vous avez d'ailleurs à Douala créé une fondation, Afrique Avenir, que vous pilotez et qui travaille sur ce chantier-là. Mais ces derniers temps, qu'est-ce que vous faites? J'ai créé la fondation Afrique Avenir International quand je me suis rendu compte que ce que j'enseignais à l'université était tellement insuffisant qu'il fallait dépasser, si vous voulez, cet enseignement cloisonné de l'université pour étendre, pour permettre aux Camerounais, aux Africains, mais aussi aux autres d'accéder au monde africain vraiment. Je prends un exemple très simple. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous enseignez à vos étudiants à l'université comment est structurée la constitution des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou de la France, etc. L'histoire politique est essentiellement l'histoire politique de ces pays-là. Parce qu'il ne faut pas être fermé sur soi-même? Non, mais vous êtes incapable, vos étudiants et même vous-même professeur, de dire aux étudiants quelle a été l'histoire politique de votre pays des 200, 300 dernières années. Ce n'est même pas au programme. C'est pas normal. Parce que ces enfants-là doivent résoudre les problèmes d'ici, une fois qu'ils ont leur diplôme. Donc, c'est ce genre de contradiction-là qui m'a donc amené à créer une fondation où je me dis, il faut que les gens aient accès à ces problèmes-là. Par exemple, nous avons une bibliothèque qu'on appelle Bibliothèque Cheikh Anta Diop à la fondation à Douala. Quand les gens viennent dans ces bibliothèques-là, ils n'en reviennent pas. Ils trouvent tellement de livres sur l'Afrique, tellement de livres écrits par des Africains qu'ils ne trouveront jamais dans leur bibliothèque universitaire. Quand vous venez dans la fondation Afrique Avenir à Douala, par exemple, vous allez trouver plus de 215 livres en plus de 81 langues camerounaises. Des livres en Mendumba, des livres en Fufulde, des livres en Douala, en Boul. Vous allez trouver tout cela. Et nous avons aussi créé un site internet, africavenir.org, mais Afrique Avenir avec CA, bon, pour permettre de diffuser la pensée africaine aujourd'hui, parce que c'est sur Internet que les choses sont en train de se jouer aujourd'hui. L'Afrique est absente de l'Internet. Quand vous prenez l'Internet, presque 80 à 90% de ce qui se trouve, c'est le monde occidental qui injecte ce savoir. Or, où est notre savoir? Et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce site-là, pour permettre à ce que l'intelligentsia, la pensée africaine, la pensée de l'homme noir, puisse être accessible. Et je vais vous dire même que ce sont mes anciens étudiants de l'université de Berlin à l'époque qui ont créé ce site. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais professeur, quand vous nous enseignez, vous nous dites que vous refusez nos travaux quand vous voyez que dans la bibliographie de nos travaux, il y a très peu d'auteurs africains quand nous traitons des sujets africains. Mais nous ne pouvons pas trouver ces documents-là. Où est-ce qu'on va les trouver? Il n'y en a pas dans notre bibliothèque à Berlin, à l'université. Alors on crée, c'est pour ça qu'ils ont dit, on crée donc un site internet pour que toute cette pensée des Africains puisse être accessible, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Voilà donc un peu, c'est-à-dire que moi je pense qu'il ne faut pas attendre que c'est l'État, c'est le gouvernement qui fasse. Il faut que chacun puisse prendre des initiatives quand il voit qu'il y a un problème et il faut trouver une solution, que lève-toi et essaye de faire ta part. À propos de la pensée africaine, à propos de l'intelligence africaine, vous avez certainement eu vent d'un débat qui a cours en ce moment dans les universités camerounaises autour de la participation des intellectuels en politique, à la vie politique nationale, entre ceux qui estiment que les intellectuels ont tout à fait le droit de militer, par exemple, dans les partis politiques et d'exprimer leur adhésion aux idéaux de tout homme politique qui leur semble intéressant, notamment cette motion signée par des universités
universitaires, motion de soutien au président de la République, Paul Biya. Et puis, il y en a d'autres qui estiment que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de s'exprimer en politique. Il y en a même qui pensent que les universitaires devraient se contenter de professer dans leurs amphis. Et évidemment, quand on a l'occasion de se retrouver en face d'un universitaire, surtout d'un universitaire de votre calibre, on est très impatient de savoir quelle est sa position à lui dans ce débat. Mais l'intellectuel, c'est un citoyen de la République. L'intellectuel a le droit de dire ce qu'il pense, de prendre position. Vous-même militez-vous dans un parti politique? Ou contre. Moi, je ne suis plus dans des partis politiques, mais on pourra y revenir par la suite. Je pense qu'un intellectuel peut militer comme il peut ne pas militer. Un intellectuel peut prendre position pour ou contre, ou même rester silencieux. Mais il faut qu'il fasse son travail. Son travail, c'est-à-dire la production de la pensée. C'est très important. Bon, maintenant, quand on prend le système, parce qu'il faut aussi voir le contexte politique d'un pays comme le Cameroun, etc., ce que moi je regrette beaucoup, c'est que très souvent, il ne s'agit pas de prendre position pour telle ou telle valeur. Il ne s'agit pas de prendre position pour tel ou tel repère. Mais très souvent, l'impression que j'ai, malheureusement, c'est qu'en réalité, on veut seulement savoir, attention, moi aussi je suis là. Le président pense aussi à moi. Et ça, je trouve que c'est déplorable. Un intellectuel doit être plus élevé. C'est-à-dire qu'il doit se dire, je soutiens le président parce que je soutiens telle valeur. Je soutiens tel programme politique. Que cette personne, ce président soit là ou pas, c'est cette valeur politique, cette pensée politique-là que je soutiens. C'est ça qu'il faudrait. Mais c'est le positionnement. Moi, je vois plutôt le positionnement. Et c'est cela que je regrette. Je pense, pour ma part, en toute âme et conscience, que ce qu'il nous faut, au niveau, quand on est un intellectuel, c'est de produire la pensée et de dire, voilà, dans tel ou tel domaine où je pense que nous pouvons trouver une solution pour le pays. Pourtant, et quel que soit... vous êtes retiré des formations politiques. Bon, alors, je vais vous dire... d'abord, c'était un parti unique qu'il y avait ici pendant très très longtemps. C'était l'UNC, l'UNC, etc. Donc, il n'y avait pas de parti à prendre. C'est-à-dire tout le monde était supposé être dans le parti. Alors, quand il y a eu le vent de changement, n'est-ce pas, et qu'il y a eu donc l'ouverture politique, même avant, c'est-à-dire quand d'abord l'UNC a changé en RDPC, moi j'étais au congrès de Bamenda. J'ai donné ma petite contribution à l'époque en tant qu'intellectuel, n'est-ce pas, pour ce changement, et non seulement ce changement de parti, mais ce changement d'homme aussi. Le président Aïdjo venait de partir, le président Biya avait pris le pouvoir, il fallait lui donner une structure solide, n'est-ce pas, et il y avait donc la formation du RDPC. Bon, par la suite, vous avez eu donc avec le vent, ce qu'on appelait le vent du changement, donc vous avez eu donc le multipartisme. Mais très rapidement, je me suis retiré et je me rappelle qu'à l'époque, Siga Asanga, qui était du SDF, me dit, bah écoute, viens m'aider, je suis en train de structurer le SDF, etc. Est-ce que tu peux pas venir m'aider? Bon, je suis allé pendant quelques mois pour essayer aussi de donner ma petite contribution, mais je me suis retiré très vite. Parce que j'ai vu que c'était le positionnement un peu partout, que ce soit dans le RDPC, que ce soit dans le SDF. C'est que ce n'est pas la conviction pour un programme politique, la conviction pour des valeurs. Alors ça m'a créé un problème de conscience. Et ensuite, quand en 1994, la famille a décidé que je devais être le prince régnant, je me suis dit, mes parents m'ont éduqué de telle manière qu'on m'a dit, toi, la maison du prince régnant, elle doit être ouverte à tout le monde. Prince régnant chez les belles et belles. Chez les belles et belles. Ta maison doit être ouverte à tout le monde. Tu ne dois pas être partisan. Et d'abord, il n'y avait pas de plusieurs partis politiques à l'époque, quand on m'éduquait. Mais on me disait que même si quelqu'un est un malfaiteur, tu dois ouvrir ta porte et parler avec lui. Même si la femme est une prostituée, tu dois ouvrir ta porte pour parler avec. Tu es là, le père de tout le monde. Et c'est pour ça que depuis 1994, je me suis retiré de tous les partis politiques. Mais ça ne veut pas dire que je n'agis pas, que je ne parle pas. Mais vous savez, dans ces années 90, là, il y avait une intolérance terrible. C'est-à-dire que tu n'étais pas avec moi, tu étais contre moi. Et on voulait absolument que tu sois partisan. Mais vous devez bien être, dans ce cas, le seul chef traditionnel du Cameroun qui n'est pas parti pris.
Vous savez, ça a eu des conséquences. Je ne peux pas faire contre mon éducation. Je ne peux pas faire contre les valeurs qui m'ont été inculquées depuis l'enfance. Même si je dois perdre financièrement, même si je dois perdre à plusieurs niveaux, je ne peux pas faire contre cette éducation de valeurs fondamentales. On m'a appris dès le bas âge, on te dit « Eyala motonde yemoto ». C'est la parole d'un homme qui fait cet homme-là. Je ne peux pas faire autrement. Que ce soit dans l'éducation que je professe ici ou en Allemagne. Vous voyez, justement, quand je dis je ne peux pas faire autrement, quand j'ai fait mon habilitation, l'université ici, Yaoundé 1 m'avait libéré pendant 2 ans pour aller faire mon habilitation en sciences politiques à l'université de Berlin. Et le soir, avant la soutenance, ma femme m'appelle, camerounaise, elle me dit, mais toi là, tout ce que tu es en train de dire sur la politique allemande là, de l'Égypte en Afrique du Sud, comment ces gens-là vont te donner l'habilitation? Tout ton jury est allemand à 100%. Et toi, ce que tu dis que la politique qu'ils font là, ce n'est pas pour l'Afrique. C'est pas bon pour l'Afrique. Comment tu vas avoir ton habilitation? Tu ne peux pas un peu changer là? Oh, pour une veille de soutenance, c'était un peu tard. J'ai dit à ma femme, voilà ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas faire autrement. Bon, j'ai eu brillamment mon habilitation, comme ils disent dans leur système, à la première lecture et à l'unanimité du jury. Je suis reconnaissant à ces Allemands qu'ils ont l'impartialité. N'est-ce pas? Ils ont seulement regardé les résultats de la science. Donc c'est ça que je dis que voilà comment je suis. Je ne peux pas faire autrement. Si je vous dis, Madame Tchétabile, je suis d'accord avec vous. Partez, même dans 2 ans. Si vous ne changez pas vous, je serai toujours d'accord avec vous. Si je vous dis que non, je vais vous soutenir. Si vous ne changez pas, je vais toujours vous soutenir. Quelles que soient les conséquences que je devrais assumer pour cela. Voilà comment je suis. Je ne peux pas faire autrement. Pourtant, vous avez adhéré à plusieurs partis politiques. Et vous en êtes reparti alors que les textes fondateurs et le fonctionnement de ces partis n'avaient pas changé. J'essaie de vous dire que le problème dans ce pays, qui est mon pays, parce que je n'en ai pas un autre, c'est qu'au niveau de la politique, ce ne sont pas les textes qui comptent. Au niveau de la politique, ce ne sont pas les valeurs, les idéaux de tel ou tel parti qui comptent. Et encore que beaucoup de partis n'ont même pas de programme politique, malheureusement. Ce qui compte beaucoup ici, c'est le positionnement. Le positionnement personnel. Est-ce que je vais plaire à tel pour avoir tel poste? Moi, les postes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de ce pays. Le destin de l'Afrique, c'est ça qui m'intéresse. Dieu me donne à manger tous les jours. Dieu me donne un toit pour pouvoir dormir. Qu'est-ce que je veux encore? Donc, s'il me donne l'intelligence, je mets cette intelligence à la disposition de mon peuple et à la disposition de l'Afrique et du monde. Alors, un condensé ou quelques traits de pensée de cette intelligence sont à consulter dans le dernier ouvrage que vous avez publié, professeur Koumandoumbé III. Je rappelle le titre de cet ouvrage, 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance. Là, c'est un ouvrage paru à la rubrique politique et histoire chez Afrique Avenir, Exchange et Dialogue, c'est bel et bien ça. C'est ça la maison d'édition, oui, oui. Ouvrage disponible depuis quelque temps déjà. Merci professeur Koumandoumbé III d'avoir accepté de venir nous parler du contenu de cet ouvrage et de la célébration de la fête de l'unité et de toute l'atmosphère, tous les débats politiques et politico-historiques qui ont cours en ce moment sur l'avenir du Cameroun, l'avenir des autres pays africains. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Madame Tchétabile. Et en guise d'épilogue de cette édition de Politude, quelques mots de Dieudonné Ongba, un regard sur le 39e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, célébré hier avec faste par les acteurs sociopolitiques camerounais. Le 20 mai 2011 est apparu comme un autre cadre de démonstration de l'apaisement de la démocratie nationale, tant l'événement a mis en berne les divergences inhérentes à la politique. Sans fondre dans l'unanimisme, les acteurs politiques, le temps d'un 20 mai, ont ainsi convergé vers un seul centre d'intérêt, l'unité nationale. Post-scriptum, Dieudonné Ongba. Ni John Frondi, le chairman du Social Democratic Front, SDF, en bonne place à la tribune au boulevard du 20 mai à Yaoundé, pas à 1000 lieues de Paul Biya, président national du RDPC, chef de l'État. L'image parle d'elle-même.
D'autant plus qu'en 1991, il y a exactement 20 ans, un scénario inimaginable. Les deux camps se sont certes rapprochés depuis quelque temps, mais la présence des deux couleurs politiques majeures du Cameroun en un même lieu, un même temps pour célébrer un même idéal, ne pouvait passer inaperçu. Autant qu'on ne pourrait ne pas souligner la présence du leader du SIF au Palais de l'Unité ce 20 mai 2011, même si c'est une récidive. Avec lui, d'autres acteurs qui comptent sur la scène politique nationale. Les leaders et militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, de l'Union des populations du Cameroun, du mouvement progressiste, du Front pour le salut national du Cameroun, et bien d'autres. Une convergence qui démontre qu'on peut partager certaines valeurs, certains idéaux, tout en étant adversaires politiques. L'idéal de l'unité nationale est au cœur des préoccupations des Camerounais au même titre que la paix. Pas étonnant donc que de cette conscience collective des politiques sur ce qui nous est fondamental, quelques messages découlent. Non à la destruction du Cameroun, paix aux hommes et femmes du Cameroun, notre richesse et notre diversité. Quelques illustrations qui montrent bien cette réalité de conscience, une réalité qui doit aller au-delà d'une célébration et qui doit fonder le quotidien des Camerounais. Le vivre ensemble des différences, cela est tout aussi valable dans le jeu politique. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Politude réalisée par Agnès Sylvienne Andiama. Retrouvez votre magazine samedi prochain à 12h05 sur le poste national de la CRTV. D'ici là, bon week-end et bonne semaine.
Cameroun.